Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle d'un sujet qui a occupé énormément mes réflexions, l'école. Dans cette vidéo, ma proposition est la suivante. Vous montrer pourquoi et comment notre système éducatif français est à la fois absurde et déconnecté de la réalité des enfants, et puis à la fois comment il nous écarte de notre destin et de nos potentiels. Mais aussi parce qu'il ne sert à rien de critiquer quelque chose si on n'a rien à proposer de plus. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour transcender ce système? Et puis, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, adopter un comportement ambitieux, conscient, résilient et humble. Pour cela, je vais naturellement diviser la vidéo en deux parties. Dans une première partie, on verra les différents problèmes actuels de l'école. Et dans une seconde partie, comment sortir de ce système inégalitaire et absurde et le transcender avec, rappelez-vous, ambition, conscience, résilience et humilité. C'est parti. Alors l'école, depuis qu'elle est ouverte à tous, et encore plus depuis qu'est apparu le mouvement de massification scolaire dans les années 70, est au cœur de toutes les considérations publiques et politiques. Certaines questions sont plus médiatisées que d'autres, on peut citer par exemple le harcèlement scolaire extrascolaire, on peut citer le manque de moyens alloués à l'école, le manque de profs, les réformes incessantes et complètement déconnectées de la réalité, etc., etc., etc. Plein de problèmes qui viennent s'acheminer autour de l'école. Mais tous ces problèmes, bien qu'ils soient tous préoccupants, ne sont en réalité que secondaires. Ils ne servent en réalité qu'à camoufler un problème qui affecte beaucoup plus l'état des profs, des élèves, des parents et du système d'éducation nationale française. Je parle d'un premier problème, d'un premier mécanisme, intériorisé depuis l'enfance et jamais remis en cause dans son essence. Il guide nos choix scolaires et nos destins, mais n'est pas assez discuté et remis en cause. Ce premier problème, c'est évidemment les notes. C'est un problème car on apprend très tôt aux enfants et aux adolescents que la valeur de leur travail s'évalue non pas avec l'épanouissement qu'ils en ont tiré, non pas avec l'utilité et le gain de compétences que ce travail leur a apporté, ou même l'intérêt qu'ils y ont trouvé, mais plutôt en fonction d'une note qui ne veut rien dire, qui classe les élèves entre 1 et 20. Et derrière ces notes, disons-le fort, et remarquons-le dans nos histoires personnelles, sont intériorisées par l'enfant, le prof et les parents, un ensemble de mécanismes de pensée qui vont influencer la perception du travail, de la réussite, de l'épanouissement et surtout, et c'est le plus important, de la valeur de l'individu, de la valeur que l'enfant perçoit de lui-même. Car sur un bulletin, un 13 n'est pas la même chose qu'un 16 ou un 17. Sur un bulletin, un 8 sera synonyme de fainéantise, de bavardage, de manque d'attention, de gâchis de potentiel et éventuellement de stupidité. Là où un 16 sera interprété par la société postmoderne comme un signe de réussite, de travail, de sérieux, de rigueur, d'avenir bien tracé et surtout, on en revient au problème originel, ce sera interprété comme un signe de valeur par l'élève et par ses camarades. Oui, c'est valorisant d'avoir un 16, mais un 12 et un 9, pas vraiment. Parce qu'on ne valorise un élève que lorsqu'il a fait docilement ce que ses profs lui ont dit de faire, les profs qui eux-mêmes appliquent docilement le schéma d'enseignement qu'on leur impose, dans un système éducatif qui ne remet jamais en cause les mantras de mérite et de phase d'apprentissage auxquels il est docilement habitué. Tout cela en adoptant une gouvernance ultra centralisée et déconnectée du développement de l'enfant. Et donc, en conséquence de cette intériorisation de valeurs faite par les profs, les élèves, et les parents, on va inconsciemment classer les élèves. On va les rentrer dans des cases en fonction de leur performance scolaire, et cela, l'intellectuel et écrivain François Bégodeau le montre très bien. Deuxième schéma, il y a ceux qui sont un peu médiocres, ils n'y arrivent pas, alors évidemment, ils vont être orientés vers des filières qui ne vont faire que reproduire leur situation sociale, quoi. Et puis il y a ceux que ça humilie carrément. Il y a ceux que ça rend dingue, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, c'est quoi? Il y a quand même des élèves, il y a beaucoup d'élèves. Aller à l'école, c'est quoi? C'est de 8 à 9 se prendre un 4 en maths, de 9 à 10 se prendre un 9 en français, et une heure de colle par-ci, machin. Après, on peut dire, ouais, mais il est méchant, il est sauvage, c'est un blaireau, il a mérité ce qu'il voulait. On peut dire tout ça, les autoritaires seront intarissables pour dire que cet enfant a mérité son sort. Moi, je vois qu'objectivement, parce que moi je suis spinozien, je vois les machines objectives au travail. La machine objective au travail de cet élève, c'est qu'il s'en prend plein la gueule pendant toutes ces heures d'école. Et il en contracte une humiliation. Et alors, soit de la violence, par une espèce de réaction, il se cabre, soit au contraire, alors une acceptation douloureuse et mutique. Ça, on n'en parle jamais de ces élèves-là, mais ils sont très nombreux. On n'en parle jamais parce qu'ils ne font pas de bruit. Mais qui viennent à l'école emmagasiner à vie le sentiment que décidément ils sont bien les médiocres qu'on a toujours prétendu qu'ils étaient. Mais quand vous faites ce bilan-là, ben vous rigolez plus avec l'école. C'est plus une question de ouais, mais quand même, c'est important, ça émancipe des gens, ça peut aider. C'est vrai que ça réduit pas les inégalités, mais quand même, bon blabla. Non, donc comme d'habitude en politique, tout vient toujours de la radicalité du constat qu'on fait.
Alors face à ce constat, face à cette division et ce classement qu'on fait entre les élèves, différentes réactions peuvent apparaître. Certains, ceux qui nous gouvernent, ceux d'ailleurs à qui ce système a réussi, nous diront que de toute façon dans la vie, si on veut quelque chose, il faut juste travailler et se dépasser, et que de toute façon tout le monde ne peut pas être bon à l'école, tout le monde ne peut pas être bon en maths ou en français, et que de toute façon, surtout, à la fin en fait, les notes c'est utile, puisque ça nous permet de classer les élèves et de leur finalement de leur donner quelques perspectives d'avenir en fait. Voilà, tu es bon là, donc, tu es bon dans cette discipline-là, donc va dans cette discipline-là. Et que surtout, les notes c'est peut-être imparfait, mais c'est utile à la fin, car ça permet de classer les gens en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes, et donc de les orienter vers un destin assez tracé. Ok, vous êtes peut-être d'accord avec ces arguments qui sont ceux que l'on projette toujours pour relégitimer la réussite de ceux à qui ce système a réussi. Mais laissez-moi contrer ces arguments. Non, je ne pense pas que l'intelligence et la capacité d'un élève à être bon en maths, en histoire ou en français puissent se mesurer avec une note. Non, je ne pense pas qu'il y ait des élèves bons fondamentalement à l'école et d'autres qui, par essence, par nature, quelque part, ne sont pas faits pour l'école. Je pense là aussi qu'il ne s'agit que de déterminismes sociaux, familiaux et culturels, et que si on donne les moyens à un enfant qui a toujours été mauvais en maths de le devenir, il pourra le devenir. Si on l'aide de la bonne manière et avec les bonnes méthodes, alors on abolira cette croyance selon laquelle certains enfants sont mauvais en maths, et quelque part on ne peut rien y faire. Moi je pense, et ça a été prouvé, je vous mets l'étude auquel je fais référence dans la description, qu'on est NAIT tous égaux en intelligence. Il n'y a pas de personnes bonnes en maths ou d'autres qui sont mauvaises. Mais qu'en fin de compte, l'écart qui se fait dans les performances, je mets des gros guillemets sur ce mot, scolaires des élèves, se fait en fonction de déterminismes sociaux, culturels, économiques, familiaux, etc., qui déterminent leur réussite scolaire. Mais qu'est-ce qui détermine la réussite scolaire d'un élève? Pour moi, c'est à 90% son environnement de travail, la façon dont on lui apprend à apprendre, et non pas la prétendue intelligence qu'il aurait à la base. Désolé par ailleurs pour tous les gens qui se croient HPI du coup. Alors je ne vais pas développer donc ici les idées de déterminisme, bien qu'elles soient vraiment passionnantes, et je vous laisserai aller vous référer aux travaux de Bourdieu ou Passeron, qui sont quand même bien plus compétents que moi, et qui l'expliquent bien mieux que moi. Et pour l'idée qu'il est important d'avoir des notes, parce que ça permet de classer les étudiants, moi je propose qu'il n'y ait simplement plus de notes, plus de cases. Parce que je trouve ça complètement absurde et stupide qu'un enfant et un adolescent doivent savoir aussi jeunes quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et vers quoi ils voudraient s'orienter. Je trouve ça complètement absurde et mortifère pour le développement créatif, intellectuel et psychologique de l'enfant, qu'on ne lui permette pas, au moins dans ses 18 premières années, d'expérimenter le plus possible des activités, des domaines, des passions qui l'intéressent. Je trouve ça absurde qu'on s'obstine à penser qu'on apprend à lire à 6 ans en CP et qu'on apprend à faire des équations à 12 ans en 6e, alors que plein d'exemples dans le monde d'éducation alternative nous prouvent que les enfants qui apprennent à lire à 9 ans par exemple, parfois font des carrières intellectuelles brillantes simplement parce qu'on leur a permis d'apprendre de la manière dont ils le voulaient, au moment où ils le voulaient. Pourquoi doit-on uniformiser le savoir et la scolarité de tant d'individus différents? N'a-t-on pas mieux à proposer à des enfants, qui plus est, quand l'enfance est la période la plus charnière dans le développement psychologique et personnel de l'enfant? Et que c'est aussi la période où l'enfant est ultra alerte, ultra curieux, ultra intéressé de tout, si on lui donne les moyens pour apprendre de la bonne manière et si on lui donne envie d'apprendre, comme le montre le scénariste et acteur Alexandre Astier dans cet extrait. On pourrait parler d'école, tout simplement. Qu'est-ce que l'école aujourd'hui, après Internet, pendant Internet? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre 30 gamins dans une même classe pendant 1 heure pour parler d'un truc, puis les mêmes 30 pour parler d'un autre truc pendant 1 heure? Est-ce que c'est bien comme ça que ça rentre là-dedans, en fait? Moi, je crois pas. Après, voilà. Je me demande si l'âge le plus créateur, le plus libéré, qui doit être quelque chose comme 8 ans peut-être, ou 9 ans, j'en sais rien, ça doit être un truc comme ça. En fait, c'est l'âge où le cerveau est le plus capable, à mon avis, de digérer les informations. Il y a une espèce de boulimie d'informations. Chez certains enfants de 8-9 ans, il y a un truc, il faut tout comprendre, comment ça marche, il faut démonter les machins, les remonter, les trucs, et ça peut atteindre l'électronique, le ciel, la terre, le sous-sol, les dinosaures, les machins, ça n'a pas de fin. Bon, bah ça, pour moi, c'est une vérité humaine. C'est-à-dire qu'on vient de ça. Cette hypertrophie du cerveau, elle donne le besoin de le nourrir. Et après, arrive une espèce de timidité, un complexe, en disant « ouais, je peux pas tout savoir, il va falloir que ça, non,
Ça non, c'est trop tard. Ça, c'est trop tard. Ça non, bon bah allez, je vais pas aller par là parce que ça a l'air d'être par là. Et ça encore, c'est une chance parce qu'il y a des fois des gens ils sont rien du tout. Et je crois que moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que la nature de l'enfant, c'est d'apprendre, en fait. Et je pense que souvent, l'école casse ça. L'école vient dire à l'enfant, t'y arrives pas. T'y arrives pas, t'y arrives pas, t'y arrives pas, t'y arrives pas, t'y arrives pas. Et c'est jamais vrai. C'est l'école qui est en tort de ne pas y arriver. Le gamin, il est tout disponible, lui. Le problème, c'est donc que dès l'enfance, on va s'obstiner à classer les enfants. Dès l'enfance, on va s'obstiner à les mettre dans des cases. Et ensuite, les conséquences sont monumentales, puisque ça casse les individus, ça casse leurs ambitions, ça casse leur potentiel, ça casse leur parcours. Parce que celui qui est pas bon en maths va intérioriser le fait qu'il ne pourra jamais devenir médecin ou ingénieur, ou qu'il ne pourra jamais faire un métier où il faut apprendre les maths. C'est complètement stupide. On peut apprendre les maths à tout moment de la vie si on s'en donne les moyens et si on l'apprend de la bonne manière. Celui qui n'est pas bon en français, en histoire ou en rédaction va intérioriser le fait qu'il ne pourra jamais devenir avocat ou député ou n'importe quelle profession intellectuelle. Et on peut faire ça avec toutes les matières dans lesquelles on va s'obstiner à classer les élèves, à les mettre dans des cases et des notes en fait qui vont ensuite déterminer leur mode de pensée et les choix qu'ils vont faire, les choix scolaires et les choix de vie qu'ils vont faire. Alors pour clôturer cette première partie, j'aimerais vous partager ma conclusion personnelle, qui est radicale. Puisque comme toujours dans la vie, la justesse d'une proposition personnelle ou politique se fera toujours au diapason de la radicalité du constat que l'on fait dans la situation donnée. Donc, après avoir épluché ce problème de destruction massive que sont les notes et l'obstination à mettre les enfants dans des cases, j'en viens à la conclusion simple et radicale que notre système d'éducation français constitue un attentat humaniste qui porte atteinte au potentiel, au destin et aux vies de millions d'enfants qui finissent par se convaincre qu'ils n'ont pas assez travaillé et qu'ils ne sont pas assez bons pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Oui, je le redis, puisque c'est pour moi l'un des plus gros attentats humanistes du XXIe siècle, un attentat silencieux et camouflé qui casse des vies et des potentiels. L'école telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle perdure depuis des décennies doit être abolie, repensée et transcendée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais vous dire deux choses. Merci et bravo. Merci déjà de donner du crédit par votre visionnage à cette théorie et merci aussi de me partager votre avis. Et bravo, puisque vous faites le pas de remettre en cause ce que la société intériorise comme quelque chose d'imparfait, mais de pas si mal, à savoir notre système éducatif. Bravo, car en vous rendant compte que la grandeur d'un pays peut s'évaluer à sa capacité à éduquer, à autonomiser et à inspirer chaque individu, et donc que nous devons, pour l'avenir de nos familles, de nos nations et de l'humanité, repenser en masse notre système éducatif, vous donner du crédit à cette idée selon laquelle il faut repenser ce système éducatif, et selon laquelle nous n'éduquons pas nos enfants de la bonne manière. Et ça tombe bien, puisque c'est la deuxième partie de ma vidéo, celle qui va vous donner des pistes de réflexion et des espoirs pour demain construire une éducation optimale pour le développement de l'enfant, et donc, par conséquence, vous l'avez bien compris, pour le développement de nos sociétés, puisque les individus ambitieux, conscients, résilients et humbles sont des individus qui pourront faire grandir une nation et construire des familles, construire des vies qui valent la peine d'être menées, et puis surtout s'éloigner de la médiocrité de l'homme. Alors, c'est très en surface ce que je viens de dire, mais pour moi c'est très important. Je le développerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est hyper important en fait. Pourquoi en fait, enfin, la vidéo ce sera peut-être pourquoi devons-nous nous développer en fait. Pourquoi devons-nous être exigeants avec nous-mêmes. Pourquoi devons-nous fuir la médiocrité? Pourquoi on doit faire tout ça en fait? J'aimerais beaucoup faire cette vidéo là. Et ce serait un lien avec cette vidéo là aussi. Ça expliquerait peut-être pourquoi c'est aussi important notamment de remettre en cause l'éducation. Alors je l'ai dit, c'était très important parce que ça casse des vies, ça casse des potentiels, et parce que si on donne les bonnes manières, si on donne les possibilités à l'enfant de se développer de la meilleure manière possible et de pouvoir explorer ce qu'il veut, etc., et développer son potentiel, ensuite ça construit un individu qui est prêt à prendre les défis de la vie et à les transcender. Donc ça c'est le but optimal. Alors c'est un peu flou, dans ma tête c'est très clair, mais j'en ferai une vidéo pour que ce soit plus clair pour vous. La première chose, c'est que comme toujours dans la vie et dans les objectifs de grandeur que l'on a, il nous faut tendre vers un idéal et viser des objectifs clairs et fixés. Alors en tant que société, vraiment de manière collective, et je vais être très court sur ce point parce que je suis ni prof, ni chercheur, ni psychologue, ou ni une personnalité politique, je pense que nous devons viser une éducation beaucoup plus libre et épanouie pour nos enfants. Je pense que nous devrions peut-être nous inspirer des modèles d'éducation Montessori ou Freinet et comprendre que les enfants sont des êtres absolument curieux et intéressés, qui n'attendent que d'essayer, d'explorer et d'apprendre et de comprendre, et que nous devrions, au lieu de leur calquer un système d'éducation précis et vraiment
rigide, où tu apprends les maths et le français à tel âge, et la philosophie et l'histoire à tel âge et de telle manière. Nous devrions peut-être laisser les enfants explorer et apprendre ces disciplines au gré de leurs envies et de leurs pensées, sans leur calquer un système, et en fait on devrait juste leur donner les clés en fait, d'apprendre, mais vraiment le plus librement possible. Il n'y aurait pas de parcours, il n'y aurait pas de classe, il n'y aurait pas de section d'âge, etc. Tous les enfants seraient à peu près mélangés, avec évidemment des règles quand même, mais voilà, et il n'y aurait pas de... Enfin, l'enfance, c'est le moment où on est libre, en fait. C'est le moment où on doit garder cette liberté et cette naïveté et cette curiosité de toujours d'apprendre, comme le montrait Alexandre Astier. Et cette idée, Ramin Ferrangui, j'espère que je prononce bien son nom, l'a développée dans un TEDx qu'il a donné en 2015. Bien sûr, toutes les personnes de ce type d'école apprennent à lire et à écrire. Sinon, elles auraient fermé boutique depuis bien longtemps. Quel parent serait assez fou pour mettre ses enfants dans une école où il ne serait pas sûr qu'ils apprennent à lire et à écrire? Et du coup, on me pose souvent la question, mais quelle est la méthode de ces écoles pour enseigner la lecture? Et je leur réponds que justement, l'approche consiste à s'abstenir d'enseigner la lecture. Et ça marche aussi bien que de s'abstenir d'enseigner la langue maternelle. Vous avez déjà eu, vous, des parents qui s'amusent à enseigner leur langue maternelle à leurs enfants, qui leur font répéter des phrases en boucle et qui leur expliquent toutes les règles de grammaire et de conjugaison? Oui, bien sûr que non, ça a l'air absurde. Les petits-enfants sentent bien que c'est indispensable pour eux d'apprendre leur langue et de s'exprimer de mieux en mieux, et c'est pour ça qu'ils s'entraînent en permanence avec leur entourage et qu'ils font des progrès visibles de jour en jour. Et bien, tout comme l'apprentissage naturel de la langue maternelle, l'apprentissage naturel de la lecture et de l'écriture se passe à travers une infinité d'interactions subtiles qui ont lieu avec leur environnement. Ils ont chacun leur méthode, on ne sait pas comment ils font exactement, personne ne saurait décortiquer un processus aussi rapide et complexe, mais le résultat reste le même, ils apprennent tous à lire et à écrire. Donc lorsqu'on me demande comment est-ce que les enfants vont apprendre les maths à l'école dynamique, eh bien je leur réponds qu'on les laisse tranquilles et que c'est prouvé scientifiquement. En fait, ils rencontrent pas mal de problèmes mathématiques jour après jour, et puis on leur fait confiance pour les résoudre par eux-mêmes ou pour demander de l'aide quand ils en ont besoin. Les anciens de ce type d'école maîtrisent donc les fondamentaux pour fonctionner en société. Et au-delà de ça, eh bien, ils apprennent à se connaître eux-mêmes et à explorer leur propre centre d'intérêt et à s'y dédier intensément et persévérer dans leurs efforts pour éventuellement atteindre l'excellence dans leur domaine. Pour vous donner la clé de ce qui se passe ici, je vais vous la raconter, c'est qu'on leur donne le pouvoir, tout le pouvoir, de relever le plus grand défi de toute vie humaine, celui d'être totalement indépendant et responsable de sa propre vie, et pas seulement à partir de l'âge de 18 ans, mais à tous les âges. Finalement, en s'abstenant de les éduquer, on leur permet de développer la confiance dont ils ont besoin pour relever tous les défis de leur vie. Le problème aujourd'hui n'est plus de soumettre les enfants à une instruction standardisée pour qu'ils apprennent tous la même chose, mais bien au contraire, de diversifier au maximum les approches pour épanouir le potentiel d'une large diversité d'individus. Cependant, cette proposition collective et à grande échelle, elle est massive, et elle n'adviendra que à long terme, et que s'il y a un changement profond et subversif dans nos systèmes de pensée idéologiques et de gouvernance. Alors d'ici cette révolution intellectuelle, parce que moi je pense qu'il faut que ce soit une révolution intellectuelle et philosophique plutôt qu'une révolution par les armes, d'ici là, vous en conviendrez, des milliers de potentiels vont encore continuer à être gâchés à cause des injonctions contradictoires et absurdes dans lesquelles on les plonge. Et d'ici là, nous devons, nous, jeunes adultes, nous forger une opinion ambitieuse, consciente, résiliente et humble, pour transcender ces inégalités éducatives et le destin qu'on nous appose, et ainsi atteindre l'épanouissement et le sens, puisque c'est évidemment notre objectif commun. Nous, lycéens, étudiants, jeunes adultes, nous avons certes terminé notre période d'éducation élémentaire qui dure, disons, de 2 à 15 ans. C'est désormais derrière nous, et nous n'avons que nos déterminismes et nos histoires personnelles comme cadenas de nos destinées. Mais nous avons désormais un rôle plus grand à jouer, puisque nous, l'avenir nous appartient, puisque c'est notre génération qui devra faire face aux grands bouleversements politiques, économiques, environnementaux, technologiques, sociétaux et philosophiques. Et c'est notre génération qui devra y répondre de la meilleure manière. Face à ce défi immensément complexe et exigeant, et j'aimerais revenir sur ce défi, sur ces bouleversements qui vont arriver dans les prochaines années et donc dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, il y a 2 comportements qui se dressent. Le premier, c'est la passivité et l'aliénation. Le deuxième, c'est la proactivité. Bien sûr, vous avez deviné dans quel camp j'étais. Bien sûr, vous avez compris dans la précédente vidéo que sur cette chaîne, je voudrais vous inviter à transcender votre destin et à transcender tout ce système pernicieux. Et bien sûr, sur cette chaîne, réfléchir au pourquoi et vous partager le comment
sont mes considérations principales. Alors, au sujet de l'éducation de manière générale et de notre propre éducation, voici ce que j'ai tiré de ma courte expérience dans les études supérieures, aux côtés de l'absurdité et de la débilité de Parcoursup, et également du vide de sens de la plupart des études et de la plupart des étudiants. Alors, une petite partie de mon histoire, l'année dernière, en terminale, sur Parcoursup, j'ai mis 40 vœux, et évidemment, je n'ai eu qu'un seul vœu, et évidemment, le seul vœu que j'ai eu, c'était le vœu de secours, le vœu que je ne voulais absolument pas, c'était le plan Z, c'était même pas le plan B, c'était le plan Z, c'était le vœu que je voulais le moins. Donc j'ai été forcé d'aller dans une fac qui ne m'intéressait absolument pas. En est découlée une humiliation profonde et une haine naissante pour ce système qui m'avait aveuglé et aliéné jusqu'ici. Passé la résignation immobile et passé l'état de frustration aliénant, j'en suis venu à une autre conclusion concernant les études et concernant Parcoursup qui devrait vous intéresser. Déjà, j'ai compris que c'était ça, la vie. Que la vie, c'était des échecs et des injustices qui allaient tous inévitablement nous arriver. Et que si on voulait s'en sortir et atteindre notre but profond, celui qui nous fait vibrer au fond, celui que je vous invite à trouver, il fallait se révolter, se responsabiliser et transcender ce système pernicieux. J'ai aussi compris que c'était ça, le passage à l'âge adulte, que c'était ça, de quitter le confort et la sécurité de ses parents, et qu'il fallait à 18 ou à 30 ans, et mieux vaut à 18 d'ailleurs, quitter ce confort pour enfin évoluer personnellement dans sa vie. J'en suis venu à la conclusion, simple à énoncer mais difficile à incarner, que plutôt que de critiquer le système inlassablement et de finir par le quitter de manière subversive, comme certains le font, par fausse conviction, on devrait plutôt le transcender, ce système injuste et inégalitaire, et décider que nous, on vaut mieux que des classements, on vaut mieux que des quotas, on vaut mieux que des listes d'attente, on vaut mieux que des notes, et qu'on ne leur laissera pas évaluer notre valeur à ce genre de critères complètement subjectifs et absurdes. Qu'on ne laissera pas des algorithmes évaluer notre valeur, et qu'on va aller l'arracher, le métier de nos rêves, ce qui nous fait vibrer au fond de nous, et qu'on va aller l'arracher, notre liberté et notre épanouissement. J'ai donc compris qu'on ne devait pas, nous, la génération qui va faire face à des défis immensément complexes et importants, nous révolter bêtement, mais intelligemment. La révolte bête, c'est la révolte de l'ego. La révolte bête, c'est la révolte par la vengeance ou par la frustration de quelque chose qui nous a échappé. De l'autre côté, la révolte intelligente, vous l'avez déjà anticipé, c'est la révolte ambitieuse, consciente, résiliente et humble. D'un autre côté, la révolte intelligente, c'est la révolte proactive, la révolte qui réfléchit, la révolte qui délaisse la frustration des perdants et l'utopisme des partisans. Mais pour atteindre ce stade de révolte collective intelligente, je pense qu'on doit d'abord tous nous révolter contre notre plus grand ennemi, nous-mêmes. Et devenir dans un premier temps, et c'est ce que je vous invite à faire, vous l'avez compris, ambitieux, conscient, résilient et humble. Et pour atteindre cette partie-là, on va peut-être devoir passer par la phase développement personnel. Et dans cette partie, dont certains connaissent déjà la partition, je vais vous inviter à faire plusieurs choses. Je vais vous inviter à faire une introspection profonde, pour savoir qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez. Je vais vous inviter à mettre en place des habitudes fortes, à vous entourer des bonnes personnes. Je vais vous inviter à découvrir quelle est votre expertise, quelle est votre plus-value, qu'est-ce qui fait que vous êtes quelqu'un de spécial. Je vais vous inviter à développer votre passion et à montrer à ce monde qu'il n'a pas compris à qui il avait affaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. C'était un peu long, mais j'ai vraiment aimé rentrer dans la profondeur. Donc comme d'habitude, j'attends vos retours, tant sur le fond que sur la forme. Et on se retrouve bientôt, je suis encore en recherche un peu de mon audience, de ce qui va intéresser les gens. Et donc ça, c'est surtout les principales considérations. Est-ce que ce genre de sujet vous intéresse? Qu'est-ce que vous percevez un peu comme sujet qui pourrait vous intéresser? Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai quelques idées en tête, donc voilà, restez connectés et surtout, trouvez le sens. C'était Blizan, à bientôt.